Bonsoir à tous. Je suis très très heureux de voir plein de gens ici, certaines têtes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas du tout. Un petit mot d'introduction sur la conférence d'aujourd'hui. Euh, donc c'est organisé par notre collectif qui s'appelle Résonance, qui est un collectif qui organise des ateliers sur le son, des ateliers mensuels. Et donc voilà, nous sommes des gens passionnés et férus de son. Et on a eu envie ici d'organiser un événement un petit peu différent de nos ateliers réguliers, parce qu'on se rendait compte que durant nos ateliers, il y avait beaucoup de gens qui finalement avaient beaucoup d'interrogations par rapport à comment fonctionne le droit d'auteur. Euh, donc nous, dans nos ateliers, on a un petit biais, on apprécie énormément les licences libres, ce qui est un aspect particulier du droit d'auteur, mais le droit d'auteur, évidemment, c'est beaucoup plus vaste. Et donc aujourd'hui, on a invité quatre conférenciers pour venir parler de différents points de vue, de différents aspects liés au droit d'auteur. Et donc, on va commencer tout de suite avec Ariane Joachimovic, qui est professeur de droit à l'UCL, droit et gestion culturelle, si je ne dis pas de Oui. bêtises, et qui est également avocate spécialisée en droit d'auteur au cabinet Birenbaum et Associés, et donc qui va nous présenter un petit peu un contexte historique par rapport au droit d'auteur et nous expliquer un petit peu ce que c'est et ce que c'est pas vraiment, d'où ça vient et pourquoi tout ça. Et donc, without further ado, Merci. Ne vous enfuyez pas parce que je vais vous parler de droit et en général pour les artistes, le droit c'est pas la chose qu'ils préfèrent. Ils préfèrent jouer de la musique. Ici, on va jouer avec le droit, en tout cas avec des notions introductives en matière de droit d'auteur. Alors le droit d'auteur fait partie de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Et la propriété intellectuelle couvre toutes les créations de l'esprit. Ça peut être les marques, les dessins et modèles, les brevets d'invention, les programmes d'ordinateur, les bases de données et le droit d'auteur. Au sein de la propriété intellectuelle, vous avez deux branches. Vous avez la propriété littéraire et artistique, qui recouvre essentiellement le droit d'auteur. Et à côté de ça, vous avez la propriété dite industrielle, qui recouvre toutes les autres formes de création d'esprit, qui sont les marques, dessins et modèles, bases de données, logiciels, appellation d'origine, indication géographique, obtention végétale, enfin, you name it, you've got it. Il y en a une belle série. Et tous ces droits de propriété intellectuelle sont regroupés dans le Code de droit économique, le livre 11 du Code de droit économique. Et là, vous avez toute la liste des droits de propriété intellectuelle. Je ne suis pas là pour parler de tous les droits de propriété intellectuelle, seulement le droit d'auteur. Et le droit d'auteur, c'est quoi? C'est un droit qui protège les auteurs et qui protège leurs œuvres. Alors, c'est quoi une œuvre? Le législateur, la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une œuvre ou par une œuvre littéraire et artistique. La loi parle uniquement d'œuvres littéraires et artistiques. Et donc, on ne trouve pas dans la loi sur le droit d'auteur de définition de ce qu'est cette œuvre littéraire et artistique. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une coiffure, par exemple. Ça peut être une chaise. Ça peut être une robe. Ça peut être une paire de chaussures. Ça peut être... j'ai même vu un cas de jurisprudence où un rapport d'expertise balistique a été considéré comme une œuvre protégée par le droit d'auteur. Donc ça peut aller très loin. Comment décide-t-on qu'une œuvre peut être protégée par le droit d'auteur? Le critère de protection par le droit d'auteur, c'est l'originalité. Alors, c'est quoi cette originalité? Je vais un peu courir dans mes diapos si ça... voilà, l'originalité, c'est un critère qui a été élaboré
par la jurisprudence et la doctrine, qui veut qu'une œuvre soit la création propre de son auteur, qu'elle soit marquée par son empreinte personnelle. Et si elle est marquée par l'empreinte personnelle de son créateur, elle sera protégée par le droit d'auteur. Alors, attention, si vous avez des bonnes idées, les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Seulement la mise en forme d'une idée est protégée par le droit d'auteur, pourvu que cette mise en forme soit originale. Alors, on est avec des musiciens, essentiellement, j'imagine ici, donc on va parler essentiellement musique. Et donc, j'ai quelques exemples qui sont apparus dans la jurisprudence sur la question de l'originalité en matière de musique. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, je ne serai pas vexée. Hein, Oui. Very impressive. Je suis ici en fait pour les droits d'auteur des romans graphiques. D'accord. Je suis dessinatrice, auteur. Je ne sais pas si c'est la même chose que la musique. Ah, c'est toujours le critère de protection, c'est l'originalité. Et vous avez une protection pour n'importe quel type d'œuvre, peu importe le genre. Donc ça peut être de la musique, ça peut être du cinéma, ça peut être du design, ça peut être du théâtre, ça peut être de la danse, ça peut être des romans graphiques, ça peut être de la littérature. Voilà, c'est très vaste. Il n'y a pas un domaine restreint de protection par le droit d'auteur. Donc, deux conditions pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur. Il faut qu'elle soit originale et qu'elle soit mise en forme. Il n'est pas nécessaire en Belgique de faire un dépôt pour qu'une œuvre soit protégée. Alors, vous ne comprenez pas. Aux États-Unis, vous avez un Copyright Office. Aux États-Unis, le dépôt est une condition de protection d'une œuvre par le droit d'auteur. En Belgique, une œuvre est protégée de par sa création. Il n'est pas nécessaire de faire un dépôt pour que l'œuvre soit protégée par le droit d'auteur. Alors, exactement, donc c'est une excellente remarque. Le dépôt peut être utile pour des questions de preuve. Prouver l'antériorité de son œuvre par rapport aux autres. Et donc, c'est ça l'intérêt de faire un dépôt éventuel, mais il n'est pas obligatoire de faire un dépôt. Il suffit que votre œuvre ait date certaine, et cette date certaine, vous pouvez la donner de diverses façons. Par exemple, vous écrivez une partition, vous la postez avec le cachet de la poste par recommandé, dans une enveloppe scellée. Vous avez la date de création de votre œuvre. Vous êtes en mesure de prouver la date de création de votre œuvre. C'est beaucoup moins cher. Vous l'envoyez à qui alors? À vous-même. Moi-même, comme ça. Alors vous envoyez 2 enveloppes par recommandé avec le cachet de la poste très très clairement bien marqué, des enveloppes scellées. Il y en a une qui est destinée à être ouverte en cas de conflit et l'autre qui reste bien fermée et qui conserve sa date de protection. Et si vous êtes attaqué, vous pouvez sortir votre enveloppe en disant « Voilà, j'ai écrit cette chanson en telle année et la preuve, mon enveloppe avec le cachet de la poste. » Il ne faut pas que ce soit trafiqué, donc il faut qu'elle soit scellée d'une certaine façon, que si on ouvre l'enveloppe, elle se déchire, etc., etc. Mais si vous faites ça, ça suffit pour prouver. Donc le dépôt n'est pas une condition de protection. Alors, vous connaissez tous la SABAM chez les musiciens, puisque la SABAM, c'est la société qui gère en général les droits des musiciens.
Elle gère aussi les droits des autres types d'auteurs, mais pour la musique, en tout cas, c'est la SABAM. Si vous voulez percevoir des droits lorsque vos morceaux sont diffusés à la radio ou à la télévision, eh bien, il faut évidemment vous faire membre d'une société de gestion collective comme la SABAM, parce que vous n'allez pas pouvoir aller à la RTBF et dire « Vous avez diffusé ma chanson, donnez-moi 10 euros ». Enfin, ils vont vous envoyer bouler. La RTBF va négocier un accord général en termes de droits d'auteur et l'ensemble des droits d'auteur seront gérés par la SABAM. Oh, l'écran a disparu, c'est pas grave. Alors, il est en veille, il suffit de taper dessus. Ah oui, ça marche. Alors, quelques exemples en matière d'originalité. On va prendre des cas de jurisprudence dans le domaine de la musique. Tout se passe en 1992 avec Claude Barzotti. Vous connaissez Claude Barzotti? Il y en a. Oui, on connaît Claude Barzotti. Et donc, Claude Barzotti a composé la chanson de l'Eurovision en 1992. C'est « Nous, on veut des violons ». Et Claude Barzotti, qui a été sélectionné par l'Eurovision, se fait attaquer par son pote Claude Michel, qui lui a écrit une chanson qui s'appelle « Décalcomanie ». Donc vous voyez, on a exactement la même mélodie. L'arrangement est différent, mais la mélodie est exactement la même. Il y a une note de différence entre les deux extraits, mais c'est exactement la même mélodie, peut-être pas le même ton. Et donc Claude Michel, qui avait écrit sa chanson avant Claude Barzotti, attaque Claude Barzotti en dommages et intérêts et en contrefaçon. Alors, quoi? Le plagiat. Le terme juridique, c'est contrefaçon. Le terme populaire, c'est plagiat. Donc, il attaque. Oui? Ah, d'accord. Ok. J'avais une question au sujet de la mélodie dont vous parliez. Au bout de combien de notes on peut dire qu'on plagie? Par exemple, si je reprends les notes A, A, là, clairement, on ne peut pas dire que je plagie, si? Alors, il n'y a Combien pas de de secondes? Alors, je vais vous donner un autre exemple. Ta-da-da-da, 4 notes. Ah oui. Vous savez qui c'est? La 5e de Beethoven. Ça a marqué l'histoire de la musique. C'est l'hymne européen. 4 notes. Marquées par l'originalité. Le critère de protection est uniquement l'originalité. Ce n'est pas le nombre de notes. Peu importe le nombre de notes copiées, c'est l'originalité qui est déterminante. Alors ici, on est dans le domaine de la musique populaire, de la chanson de variété, la canzonetta italiana. Hein, on est vraiment dans le domaine de la petite mélodie facile qui court dans l'oreille, qui fait partie du fond commun de la musique. C'est des choses assez ordinaires. Comment Claude Barzotti, donc pour répondre à votre question, il ne faut pas un certain nombre de notes, c'est uniquement le critère de l'originalité qui va être déterminant. Donc, excusez-moi, donc c'est assez subjectif, non? C'est totalement subjectif, c'est le juge qui apprécie souverainement si une œuvre est originale ou pas. C'est un critère totalement subjectif. Il n'y a pas une jurisprudence qui dit en dessous de 2 secondes ou 3 secondes ou... Non, il n'y a pas de jurisprudence qui va dans ce sens-là. La jurisprudence va dire c'est original ou c'est pas original. Mais on ne va pas dire il n'y a que 2 notes ou il n'y a que 3 notes ou il n'y a que 7 notes. Bon, la légende veut que quand on copie plus de 7 notes, il y a 7 notes dans une gamme. Qu'est-ce que vous voulez? Mais avec 7 notes dans 7 notes, il y a 12 notes pour les musiciens de décaphonique. Avec 7 ou 12 notes, on peut faire des milliards de variations. Alors évidemment, quand on est dans le domaine de la chanson populaire,
les variations sont déjà beaucoup plus limitées puisqu'on est dans des mélodies qui ont une tonalité harmonique et qui est assez facile. En général, on peut faire une chanson avec 2 accords, 3 accords, 3-4 accords. Et donc oui, on va tourner autour des mêmes harmonies et on va voir souvent des ressemblances entre différentes mélodies. Alors les arrangements peuvent être différents. Alors souvent dans les procès de contrefaçon, vous avez quelqu'un de célèbre et quelqu'un qui ne l'est pas du tout, et celui qui n'est pas du tout célèbre attaque pour des questions de pognon celui qui a un succès fou. Et Claude Barzotti, évidemment, avec sa sélection pour l'Eurovision, c'était le jackpot assuré. Donc on n'attaque pas quelqu'un en contrefaçon si son morceau n'est pas un succès. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de rentrée possible. Et donc Barzotti est complètement désespéré par rapport à cette assignation en contrefaçon. Il dit « Moi, je suis un auteur-compositeur sans prétention, je fais des mélodies faciles, pourquoi ce qui m'attaque, c'est pas très original. » Ici, je pense que le nombre de mesures, c'était 2 mesures et demie, et je pense au total, il y avait 12 notes, puisqu'on parle en termes de notes. Et c'était le refrain, « Nous, on veut des violons », et des calcomanies, ce n'était pas le refrain. Ici, c'était l'introduction. Et donc, l'avocat de Claude Barzotti s'est dit, mais bon, enfin, c'est un peu banal tout ça, c'est pas original, c'est de la mélodie, c'est pas bon. On va pouvoir se défendre. Et donc, cherche un peu et trouve une chanson de Georges Moustaki, « Il y avait un jardin ». Donc, il y avait un jardin. Exactement la même chose que Nous, on veut des violons, donc le même début. Voilà. Mais vous voyez, c'est pas original, il y avait une œuvre antérieure. Et donc, Manente, qui était l'auteur de la chanson des Calcomanies, disait Claude Barzotti n'est pas l'auteur de cette mélodie, puisqu'il y avait quelqu'un avant lui qui a écrit exactement la même mélodie. Qu'est-ce que le tribunal a décidé, à votre avis? Est-ce que Barzotti a gagné ou est-ce que Barzotti a perdu sur base du critère de l'originalité? Et donc, en première instance, je vous donne la réponse, en première instance, Claude Barzotti a perdu. Le juge a dit le critère de protection en droit d'auteur, c'est l'originalité, pas la nouveauté. Une œuvre peut être originale même si elle n'est pas nouvelle, et donc je considère qu'il y a contrefaçon. En appel, la Cour d'appel a réformé la décision, a considéré que l'extrait mélodique litigieux n'était pas protégé par le droit d'auteur, et que, par conséquent, il n'y avait pas de contrefaçon. Deuxième exemple, j'ai entendu les jeunes ici fredonner Daydream de Wallace Collection, un tube planétaire dans la fin des années 70. Et de nombreuses années plus tard, Eminem a écrit une chanson qui s'appelle Cleaning Up My Closet, Oh Sorry Mama. Alors, Raymond Vincent, qui est l'auteur de la chanson Daydream, interprétée par Wallace Collection, a entendu, et pour une fois, c'est 2 tubes planétaires. Cleaning Up My Closet, c'est aussi un tube planétaire, c'est Eminem. Et Wallace Collection aussi, c'est 30 ans plus tard. Raymond Vincent attaque Eminem. À votre avis, qui gagne?
Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est ici, vous avez vraiment deux styles totalement différents au niveau de la chanson, où les arrangements sont totalement différents. Mais la ligne mélodique est exactement la même des deux côtés. Et donc, en première instance, le juge dit que c'est une copie servile. Donc, c'est l'extrait mélodique est une copie servile, condamne Eminem à des dommages et intérêts. La décision est réformée en appel et la cour d'appel donne raison à Eminem. Et donc, tout ça pour vous dire que l'appréciation de l'originalité est quelque chose de totalement subjectif et qu'elle peut varier d'un juge à l'autre. Et donc, on peut avoir plein de choses. Comment ? Le lac des Cygnes. C'est ce que le juge d'appel a dit, mais Raymond Vincent ne reprochait pas, ne faisait aucun reproche par rapport à cet extrait mélodique-là qui est extrait du lac des Cygnes. C'était uniquement le... Oui, mais c'était dans le domaine public. Hein ? Donc, comme vous savez, peut-être je switch parce que je pense que ça, c'était une chose très importante pour Frédéric Jadoul. Les œuvres sont protégées pendant une durée limitée. Elles sont protégées durant toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Et après 70 ans, l'œuvre tombe dans le domaine public, ce qui veut dire qu'elle peut, dans ce cas-là, être librement copiée sans restriction. Et donc, Wallace Collection, ça allait, quoi. Il n'y avait pas de problème de copie. Il n'allait pas s'attribuer Tchaïkovski. Non, il ne s'est pas attribué Tchaïkovski. Raymond Vincent était un violoniste extraordinaire, mais formé à la musique classique. Oui, mais bon, en matière de peinture, la copie était totalement permise. Dans le domaine du théâtre aussi, le droit d'auteur est apparu très tard. Il est apparu fin du 19e siècle, en 1886. La première loi belge date de 1886. La première convention internationale qui protège le droit d'auteur date de la même époque. Et c'est plus ou moins l'époque où on commence à développer des techniques de reproduction. Le cinéma se développe, la photo se développe. Il y a tout cet aspect-là qui fait que la nécessité de protéger les auteurs est apparue. Encore un exemple avec Claude Barzotti. La même année, non seulement il se fait attaquer pour sa chanson de l'Eurovision, mais il se fait attaquer pour son tube extraordinaire qu'il a vendu à 1 500 000 exemplaires en Belgique, « Je ne t'écrirai plus ». Et donc il se fait attaquer par un auteur totalement inconnu, Pascal Watelet, un Brabançon de Cour-Saint-Étienne, qui a composé un morceau qui s'appelle « Nuit d'été à Ixos », qui est un instrumental qui reprend exactement les mêmes notes que « Je ne t'écrirai plus », mais bien avant Claude Barzotti. Même topo, Claude Barzotti est désespéré et dit « c'est pas possible, moi j'écris des choses banales, des mélodies simples, des chansons de variété, pourquoi est-ce qu'on m'ennuie ?» Et donc il fait son enquête et il trouve une chanson d'Adamo avec la permission de son éditeur, « Si tu étais ». La même chose, exactement la même mélodie. Et donc, il se défend comme ça. En première instance, il perd. En appel, il gagne de façon mitigée. Il perd aussi, mais moins gravement qu'en première instance.
le juge d'appel a dit c'est pas très original, cette mélodie n'est pas originale, donc elle n'est pas protégée par le droit d'auteur, mais Pascal Watley a fait et puis une progression harmonique d'un ton. C'est un instrumental, Watley. Et Barzotti a fait cette même progression, je ne vais pas vous faire écouter toute la chanson, mais a fait exactement cette même progression harmonique. Tout le monde sait en matière musicale que cette progression harmonique d'un ton est d'une banalité absolue, mais pas pour le juge. Le juge a estimé qu'il y avait une contrefaçon à 10%. Et donc, Claude Barzotti a dû rétrocéder à Pascal Watley 10% de ses recettes, de ses droits d'auteur. Donc, voilà. Est-ce que les juges ont une notion musicale ? Non. Parfois, ils font appel à des experts. Donc, il y a des experts judiciaires qui sont désignés. Des experts judiciaires ont été désignés dans l'affaire Manente. Dans les autres affaires, pas d'expert musical n'a été désigné, mais les parties, chacune des parties avait produit leurs propres experts. Et donc, dans vos experts, il y en a un qui dit « Ah oui, mais attendez, déjà Au clair de la lune, on retrouve les mêmes notes. » Bon, donc c'est parfois des discussions d'experts, mais dans cette affaire Barzotti, le juge a dit non, moi j'ai pas besoin d'experts, j'écoute avec l'oreille du public et je donne mon appréciation comme si j'étais quelqu'un du public. Alors, dernier exemple, Madonna. Madonna aussi s'est fait attaquer en contrefaçon pour une chanson de Aquaviva, Ma vie fout le camp. Donc là, on peut peut-être simplement diffuser le montage. Donc vous voyez, la même chose, les mêmes notes, la même mélodie, et une nouvelle fois, en première instance, il y a contrefaçon, et la décision est réformée en appel en disant non, ce n'est pas original, ce n'est pas suffisamment original pour être protégé par le droit d'auteur, il n'y a pas de contrefaçon. Et donc, vous voyez, il y a une appréciation subjective qui est faite d'abord par les avocats et puis ensuite par les juges, et cette appréciation peut varier d'une personne à l'autre, d'un juge à l'autre. Oui. Quand il s'agit de choses qui sont connues, qu'on a entendues à la radio, qu'il y a un plagiat, mais si c'est un auteur qui est totalement inconnu, qui n'a jamais publié et qui n'a ses morceaux que sur partition, ça peut pas être un plagiat aussi. Oui, ça peut être un plagiat. Mais si ça n'est jamais sorti de son studio. Si c'est resté dans son studio, oui. Et c'est dans l'air du temps. Enfin, expliquez-moi un peu plus comment vous voyez les choses. Il a écrit ça tout seul dans son studio, c'est pas sorti. Vous parliez de quelqu'un qui était inconnu, qui n'avait pas donc enregistré sa chanson, donc elle ne peut pas être connue par. C'est ce que Barzotti a plaidé, c'est que c'est pas un ami non plus, donc. Il le connaissait pas, il peut pas avoir copié. S'il n'a pas copié, ce sont deux créations indépendantes. Mais il faut prouver de façon absolue qu'on n'avait pas pu avoir connaissance de la création antérieure. Et dans le cas de Barzotti, l'argument qui a convaincu le juge, c'est que Pascal Watley habitait à Cours-Saint-Étienne et Claude Barzotti aussi. Et donc, il a pu entendre. Et dans ce cas-là, il y a un renversement de la charge de la preuve. C'est au plagiaire de démontrer qu'il ne pouvait matériellement pas avoir connaissance de. Alors, s'il peut démontrer cela, effectivement, il n'y aura pas de contrefaçon. Ça va ? Alors, tous les autres critères sont totalement irrelevants. Seul le critère qui entre en ligne de compte, c'est l'originalité. Donc, la qualité n'entre pas en ligne de compte.
Une chanson de merde peut être protégée par le droit d'auteur. La forme n'a pas d'importance, le genre n'a pas d'importance, la longueur n'est pas essentielle non plus. Un titre peut être protégé par le droit d'auteur. La licéité d'une œuvre n'est pas importante non plus. Un film pornographique peut être protégé par le droit d'auteur, peu importe que ce soit un film pornographique, et peu importe également la destination de cette œuvre. Maintenant, vous savez tout sur ce qu'est une œuvre protégée par le droit d'auteur, en très vite. Maintenant, il faut savoir quels sont les droits des auteurs. Alors, le droit d'auteur, ce n'est pas uniquement du pognon, ce n'est pas uniquement ce que la SABAM vous donne. Le droit d'auteur, c'est double face, c'est un droit. C'est un droit que possèdent les auteurs sur ces œuvres. Il y a deux types de droits, les droits patrimoniaux et les droits moraux. Le droit patrimonial, c'est le droit qui permettra à l'auteur de rentabiliser son œuvre. S'il garde sa chanson dans son tiroir ou dans son ordinateur, il ne va pas générer de profit. Il ne générera de profit que s'il rend public son travail. Alors, la législation sur le droit d'auteur reconnaît aux auteurs un monopole d'exploitation de leurs œuvres, un droit exclusif d'exploitation de leurs œuvres. Mais en général, les auteurs ne l'exploitent pas eux-mêmes, mais cèdent leurs droits à un éditeur, un éditeur qui va, lui, trouver des débouchés possibles pour son œuvre. Alors, ces droits patrimoniaux, quels sont-ils ? Ce sont les droits de reproduction, les droits de communication publique, les droits d'adaptation, de distribution, de location, prêt. Alors, j'aimerais bien que ça réapparaisse, mais ça ne réapparaît pas, donc tant pis. Vous allez devoir retenir. Droits patrimoniaux d'auteur, le droit de reproduction. Alors, le droit de reproduction est mis en œuvre lorsque l'on édite de la musique, lorsque l'on édite un CD. Lorsqu'on produit un CD, on reproduit la musique sur un CD, c'est un droit de reproduction qui est mis en œuvre. Quand on enregistre une œuvre, c'est le droit de reproduction qui est mis en œuvre. Lorsqu'on place une œuvre sur une plateforme en ligne comme Spotify, comme iTunes, c'est le droit de reproduction qui est mis en œuvre. Seul l'auteur, s'il a conservé ses droits, peut l'exercer. S'il l'a cédé à son éditeur, c'est l'éditeur qui va l'exécuter pour lui. Pour les romans graphiques, le droit de reproduction, c'est le fait d'éditer un roman graphique, par exemple. Alors, autre droit patrimonial, le droit d'adaptation. Donc, le droit... Oui ? Voilà, donc j'ai une question concernant le droit d'auteur. C'est un droit intellectuel ? Absolument. Est-ce qu'on peut vendre un droit intellectuel à un éditeur ? Donc, bien sûr. Vous dites que oui. Oui. Et en même temps, ça veut dire que l'œuvre ne lui appartient plus. Exact. Donc ça veut dire que en fait, l'éditeur Quand vous vendez un droit, votre droit ne vous appartient plus. Donc oui, totalement. Le droit d'exploitation, le droit d'auteur est un droit d'exploitation qui se cède. Okay. Soit de vous exploiter votre œuvre vous-même, soit de vous demander à autrui de l'exploiter. Ce droit est transféré à votre éditeur qui, lui, va exploiter votre œuvre selon les termes du contrat que vous avez signé avec lui. Vous cédez votre droit. Alors, dans le droit d'auteur, vous avez l'aspect patrimonial qui peut être cédé et le droit moral, là, qu'on ne cède pas, enfin, qu'on ne peut pas céder de façon globale et absolue. Mais donc, par exemple, par rapport à la paternité de votre œuvre, ça fait partie des droits moraux, vous ne le cédez pas.
Ça veut dire que Bruce Springsteen, quand il revend l'entièreté de ses droits d'auteur à Universal ou à une autre maison de disques, donc il a, moralement, c'est toujours lui qui a créé et en même temps, les droits ne lui appartiennent plus. Exact. On- Les droits patrimoniaux ne lui Ils n'appartiennent appartiennent plus. plus. Oui, c'est ça. Ok. Comment? Bien sûr, bien sûr. Mais donc là, l'éditeur, Monsieur Valandras, va pouvoir vous parler de cela de façon plus précise. Un éditeur va essayer d'acquérir un maximum de droits pour pouvoir maximiser l'exploitation commerciale d'une œuvre. Il pourra mieux exploiter une œuvre sans doute que l'auteur. Une maison de disques pourra mieux exploiter une œuvre que l'auteur lui-même. Et donc l'intérêt, quand vous signez des contrats d'édition ou des contrats pour les artistes d'enregistrement, vous cédez la totalité de vos droits. Vous avez un listing de 2 pages ou de 3 pages avec l'ensemble des droits cédés. Parce que l'éditeur, pour les œuvres, veut obtenir un maximum de droits pour pouvoir rentabiliser au plus les œuvres qu'il acquiert. Est-ce que je réponds à votre question? Ok. Autre droit d'auteur, le droit de communication au public. Le droit de communication au public est le droit qui est mis en œuvre lorsque un auteur, un artiste fait un concert. Droits moraux, on est déjà aux droits moraux, voilà les droits patrimoniaux. Donc un spectacle, un concert, c'est le droit de communication au public qui est mis en œuvre. Lorsqu'une œuvre est diffusée à la radio et à la télévision, c'est le droit de communication publique qui est mis en œuvre. Lorsque une œuvre est diffusée par streaming, c'est le droit de communication qui est mis en œuvre. Alors pour le téléchargement, puisqu'on est en matière de musique électronique, le téléchargement, c'est du droit de reproduction. Ok, donc ça, c'est les droits principaux, droit de reproduction, droit de communication publique. À côté de ça, vous avez le droit d'adaptation qui concerne, par exemple, les arrangements que l'on peut apporter à un morceau de musique. L'arrangement fait partie du droit d'adaptation. Donc le droit de communication publique, radiodiffusion, la retransmission par câble et la retransmission par satellite entrent également dans ce qu'on appelle le droit de communication publique. Donc si on prend un concert d'Angèle sur la Grand Place qui est capté par la RTBF, transmis à la télévision, eh bien, il y a le droit de reproduction qui est mis en œuvre pour capter l'enregistrement, cette reproduction de l'enregistrement. Il y a le concert public qui est un droit de communication publique, la retransmission à la radio, un autre droit de communication publique, à la télé, un autre droit de communication publique, la retransmission par câble, un autre droit de communication publique, par satellite, etc., etc. Ce qui fait, en termes de droits collectés par la SABAM, on maximise le montant des droits qui sont collectés par la SABAM. Oui? C'est du... Alors, si vous faites une copie privée, c'est une exception au droit d'auteur, vous pouvez le faire. Si vous diffusez votre copie privée, alors là, vous allez avoir des problèmes. Ça va? Oui? Est-ce que le droit d'interprétation Le droit d'interprétation, donc... Si par exemple je veux faire Alors on n'est plus chez un auteur, vous êtes là un artiste, interprète, exécutant, et en tant qu'artiste, interprète, exécutant, vous avez ce qu'on appelle
des droits voisins qui sont similaires, voisins aux droits d'auteur. C'est-à-dire que sur votre prestation, vous avez ce même droit exclusif de reproduction, de communication publique, de location prêt, etc., etc. Ça va ? Du coup, parce que du coup, sur YouTube, quand on écoute de la musique, YouTube paye des droits Bien sûr. et Spotify aussi. Oui, certainement. Ok, d'accord. Non, mais voilà. Vous aurez l'explication. Je ne vais pas anticiper sur la conférence de mon collègue. Et oui, YouTube paye. Ça a été un long combat, mais il paye. Moi, j'aurais une question concernant les droits moraux. Oui, j'y arrive. Je crois que les autres droits ne posent pas de problème. Le droit de distribution au public concerne le fait de vendre des CD, par exemple. Vous avez un support que vous vendez. Et le droit de location prêt, le droit de mettre en location et les médiathèques qui mettent en location ou en prêt des musiques. Ce sont des droits exclusifs de l'auteur, droits exclusifs pour lesquels ils peuvent négocier, obtenir des revenus. Okay. Les droits moraux, on passe au slide suivant. Les droits moraux, vous avez 4 types de droits moraux. Le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit à l'intégrité et le droit de repentir ou de retrait. Alors, le droit de divulgation, le premier droit qui s'exerce par un auteur, c'est de décider de rendre son œuvre publique. C'est lui qui possède ce droit. C'est lui qui décide de sortir son œuvre du tiroir. C'est lui qui décide de le présenter à un label de disque. Ça, c'est le droit de divulgation. Le droit de paternité, c'est le droit pour un auteur de revendiquer le fait qu'il est l'auteur d'une œuvre. Il peut exercer ça sous son vrai nom ou sous un pseudonyme, ou il peut rester anonyme. Le droit à l'intégrité, c'est le droit pour l'auteur de s'opposer à toute modification de son œuvre. Et la loi prévoit qu'il ne peut pas renoncer au droit à l'intégrité pour des modifications qui portent atteinte à son honneur et sa réputation. En ce qui concerne le droit de retrait ou de repentir, c'est le droit pour un auteur de retirer son œuvre du marché. Ce droit n'a pas été consacré par la loi belge, mais il existe par exemple en Italie et en Allemagne, et ce droit ne peut être exercé que moyennant indemnisation de la personne qui a acquis les droits et qui l'exploite. Donc, en Belgique, j'ai un cas de jurisprudence avec un droit de retrait. C'est une affaire de jurisprudence assez amusante. C'était une journaliste de la BRTN à l'époque, il y a très très longtemps, qui, lorsqu'elle a été engagée comme journaliste de la BRTN, a voulu demander à son producteur de films porno dans lequel elle avait joué de retirer du marché tous les films dans lesquels elle avait joué. Et le tribunal a estimé qu'elle pouvait exercer ce droit de retrait moyennant indemnisation. Mais c'était dans les années 70, fin des années 70, donc c'était il y a très très longtemps. C'est un cas exceptionnel et c'est pas en matière de droit d'auteur, vraiment, c'est en matière de droit à l'image. Donc, c'est un peu autre chose de ce que je vous parle ici. Maintenant, j'écoute votre question après mes explications. Vous avez répondu. Mais alors, je vais revenir sur une autre question, peut-être. Alors, j'ai entendu dire que les droits moraux étaient... J'ai lu ça sur Wikipédia, qu'ils étaient nés en 1936 avec le Front populaire, qui voulait modifier donc, le droit d'auteur, et puis que ça aurait été mis en pratique par le gouvernement de Vichy.
En tout cas, en Belgique, ça existe depuis 1886. Donc je ne... Ah d'accord. Il y avait déjà des droits moraux en 1886. Oui, oui, oui. Oui, oui, dans la loi belge. La loi belge de 1886 est restée en vigueur de façon intacte jusqu'en 1994. Et en 1994, il y a une réforme du droit d'auteur, soi-disant pour tenir compte de l'évolution technologique. La grosse réforme de la loi de 1994, c'était d'intégrer, à côté des droits d'auteur, une protection pour les droits voisins d'artistes-interprètes, pour les producteurs de films et de producteurs sonores, les producteurs de disques, et pour les organismes de radiodiffusion. N'est-ce pas au même moment qu'il y a une prolongation de 20 ans supplémentaires? C'est pas en 1994 qu'on est passé d'une protection de 50 ans après la mort de l'auteur à 70 ans? Alors je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Là, par rapport à l'extension de la durée de protection, je ne peux pas vous dire quand ça a été adopté. Je pense que c'était même antérieurement à la loi de 94, mais je ne suis pas sûre. Non, c'est pas la même chose, c'est aux États-Unis. Oui, mais cette loi des 20 ans supplémentaires, c'est à cause des lois Disney. Hein. Voilà, c'était. Mais à l'époque, dans le système du copyright, vous aviez une protection de 28 ans, multiplié par 2, ça fait 56 ans au total, ce qui correspondait aux 50 ans de protection par le droit d'auteur. Et puis tout Disney allait tomber dans le domaine public. Et donc, il y a eu aux États-Unis une prolongation de la période de copyright jusqu'à 70 ans. Je ne suis pas sûre que ce soit en 94 que ce soit passé. Je ne peux pas être certaine. J'ai plus que 5 minutes, alors je vous laisse poser des questions plutôt. Allô? Oui. Allô? Oui. C'est par ici. Je voulais savoir comment est-ce que la SABAM récupère les droits d'auteur des morceaux de musique qui sont diffusés aux États-Unis. Je vous laisse avec Monsieur Sabam, là. David va vous répondre. Mais voilà. Oui. Donc, aujourd'hui, le droit belge. Le droit belge est adapté à l'évolution des techniques. Oui. Oui, oui. Je préférais la loi de 1886 qui était beaucoup plus simple. La loi devient de plus en plus technique et plus compliquée, mais elle est censée tenir compte de l'évolution technologique. Donc, le fameux droit de reproduction, qu'il s'exerce sur un fichier électronique ou sur du papier, ça reste du droit de reproduction. Voilà. Certains aspects de la loi ou pas? Alors, le plus gros problème qui existe dans la loi, à mon avis, c'est que le droit d'auteur est une réglementation territoriale et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde global. Et donc, c'est difficile de poursuivre éventuellement des contrefaçons sur plusieurs territoires. Voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué à gérer. C'est les aspects transfrontaliers. Et les aspects Internet sont beaucoup plus compliqués à gérer. Les déplacements de service provider d'un État à l'autre, ça, c'est très compliqué à gérer. Parce qu'il n'y a pas une réglementation mondiale sur le droit d'auteur. Est-ce que, si je veux reprendre une chanson d'Adamo et ne pas payer de droit d'auteur, est-ce que je peux lui écrire pour lui demander une faveur ? Demandez à son éditeur. Il est là, il va vous répondre. Mais vous ne savez pas ? Il peut toujours vous faire une faveur, mais c'est son éditeur qui va vous faire la faveur, pas Adamo. Il va vous dire, non, je suis désolé, les droits appartiennent à mon éditeur, demandez l'autorisation de mon éditeur. Voilà. Plein de questions.
C'est ce qui explique que je lui ai demandé l'autorisation de diffuser les 10 secondes de musique. Il y a des exceptions aux droits d'auteur pour lesquelles on ne doit pas obtenir l'autorisation. Très brièvement, c'est la copie privée, ça on en a parlé, en matière d'enseignement, domaine public, ça bien sûr, des diffusions dans les milieux hospitaliers, pour les examens, il y a quelques exceptions aux droits d'auteur. Les citations ne sont uniquement permises qu'à des fins critiques, polémiques et d'enseignement ou de revue. Donc, si on sort de ces exceptions, on ne peut pas faire de la citation. Okay. Moi, j'avais une question, peut-être que c'est au représentant de la SABAM qu'il faudra la poser. C'est concernant, vous parlez des droits d'auteur, et en fait, quand on déclare une œuvre à la SABAM, il y a les droits d'auteur, le compositeur et les arrangeurs. Donc, en fait, il y a auteur, compositeur, arrangeur, éditeur. Oui, éditeur qui, en fait, lui peut en fait prendre l'ensemble des droits d'auteur, de compositeur et d'arrangeur. Bien sûr, ça oui. 50%, ils sont partagés. Donc c'est ça, donc c'est d'office 50%, donc l'auteur 50%, compositeur 50%, ça fait 100%. Non, on va demander à la SABAM, donc oui, il y a des répartitions en pourcentage pour les droits de reproduction, et il y a des répartitions en 12e pour les droits de communication en public. Et quand il n'y a pas d'arrangeur en matière de droits de reproduction, c'est 50-50, 50 pour les auteurs-compositeurs, 50 pour l'éditeur. En droit de communication, c'est 6/12e, 6/12e. Quand il y a un arrangeur qui se greffe, alors c'est 4/12e pour l'éditeur et le reste pour tous les auteurs. Enfin, la SABAM vous expliquera ça mieux, mais je sens que j'en dis trop et je dois arrêter mon exposé et les autres orateurs vont pouvoir répondre à vos préoccupations. Un immense merci pour Ariane.